Envie et gratitude de Mélanie Klein. Chapitre 5. Partie 1. Il est temps maintenant de détailler par des exemples cliniques quelques-unes des conclusions auxquelles je suis parvenue. Mon premier exemple est emprunté à l'analyse d'une femme. Elle avait été nourrie au sein, mais les circonstances n'avaient pas été par ailleurs favorables. Et sa première enfance et son allaitement lui avaient laissé un sentiment de profonde insatisfaction. Les griefs qu'elle adressaient à son passé étaient intimement liés à son manque d'espoir en ce qui concerne le présent et l'avenir. Nous avions déjà analysé ensemble tout ce qui avait trait à l'envie de son nourrisseur et aux difficultés qui en découlent quant à ses relations d'objets, avant que n'apparaisse le matériel que je vais rapporter maintenant. La patiente me téléphone un jour pour m'avertir qu'elle ne pourrait se rendre à sa séance. Elle souffrait d'une douleur à l'épaule. Elle m'appelle le lendemain pour remettre sa venue au jour suivant. Elle continue à souffrir. Le troisième jour, elle se présente enfin, mais c'est pour me faire part de ses récriminations. En dehors de sa bonne, personne ne s'était intéressé à elle. Elle me raconte qu'à un moment donné, la douleur s'était soudain intensifiée, s'accompagnant d'une sensation aiguë de froid. Elle avait alors ressenti un besoin irrésistible. Quelqu'un devait immédiatement lui couvrir l'épaule et la réchauffer, puis partir aussitôt. Au même instant, l'idée lui vient qu'il avait dû en être ainsi lorsque, toute petite, elle désirait que l'on s'occupât d'elle et que personne ne venait. Ce double désir, réclamer l'attention et en même temps repousser précisément l'objet gratifiant, caractérisait l'attitude de la patiente envers autrui. Il permettait aussi d'entrevoir quelle fut sa première relation au sein maternel. Son attitude soupçonneuse à l'égard du don reçu allant de pair avec le besoin impérieux d'être l'objet de soins attentifs, ce qui en fin de compte signifiait le désir d'être nourri, exprimait ainsi son attitude ambivalente à l'égard de son maternel. J'ai déjà parlé des nourrissons qui réagissent à la frustration en utilisant de façon insuffisante la gratification qui ont été, venant même avec un certain retard, pourrait leur apporter. Sans doute n'abandonnent-ils pas leur désir d'un sang gratifiant, mais ils le repoussent, étant incapables d'en jouir. Le cas que nous étudions ici illustre quelques-unes des raisons qui déterminent une telle attitude. La méfiance manifestée à l'égard du don souhaité vient de ce que l'objet se trouve déjà détérioré par l'envie et par la haine, et qu'en même temps le sujet éprouve une profonde rancune à l'occasion de n'importe quelle frustration. Souvenons-nous que notre patiente, et ceci est vrai pour beaucoup d'adultes chez qui l'envie est intense, avait subi de nombreuses expériences décevantes, sans doute dues en partie à sa propre attitude. Ces expériences avaient contribué à créer en elle le sentiment que l'affection désirée ne serait pas satisfaisante. Au cours de cette même séance, la patiente raconte un rêve. Elle se trouvait au restaurant, assise à une table.
mais s'attendait vainement qu'on vienne la servir. Elle se décide enfin à aller elle-même prendre un plateau et à se placer dans la file de personnes qui attendent leur tour. Devant elle, une femme choisit 2 ou 3 petits gâteaux et les emporte. Ma patiente en fait autant. Les associations me permirent de dégager ce qui suit. La femme au gâteau semblait décidée. Sa silhouette lui rappelait la mienne. La patiente ne se souvient soudain plus du nom du petit gâteau. En réalité, des petits fours, qu'elle nomma tout d'abord de petits frots et qu'elle associa d'abord de petit Frau et ensuite à Frau Klein. Mon interprétation porta principalement sur ces griefs concernant les séances manquées, étroitement liées à l'allaitement insatisfaisant au cours de son enfance malheureuse. Elle avait parlé de 2 ou 3 gâteaux. Les 2 gâteaux se réfèrent au sein maternel, dont elle s'était sentie privée à 2 reprises, ayant manqué les 2 séances d'analyse. Elle avait cité en disant 2 ou 3, c'est qu'elle n'était pas sûre de pouvoir se rendre chez l'analyste le 3e jour. Le caractère décidé de la femme et le fait que la patiente suivait son exemple en prenant les gâteaux mettait en évidence à la fois son identification avec l'analyste et la projection sur elle de sa propre habilité. Certains points me paraissent particulièrement propres à montrer que l'analyste important les 2 ou 3 petits fours représente non seulement les seins maternels dont la patiente fut privée, mais aussi les seins qui allaient se nourrir lui-même. En se rapportant au matériel accessible de cette analyse, on peut dire que l'analyste décidé représente le sein maternel est une personne possédant de qualités, bonnes ou mauvaises, auxquelles la patiente s'identifie. Ainsi, à la frustration étant venue s'ajouter l'envie du sein maternel, envie qui avait suscité un profond ressentiment à l'égard d'une mère considérée comme parcimonieuse et égoïste, préférant garder pour elle amour et nourriture plutôt que de prodigueur à son enfant. Dans la situation analytique, la patiente ne soupçonnait d'avoir profité de ses absences pour me divertir ou pour consacrer ce temps à d'autres malades que je lui préférais. La file de personnes derrière laquelle elle se plaça dans son rêve est une allusion évidente à ses rivaux plus favorisés. L'analyse du rêve produit un changement saisissant dans la situation émotionnelle. La patiente se sentit envahie par un sentiment de bonheur et de gratitude, plus vif qu'au cours des séances précédentes. Avec des larmes aux yeux, ce qui lui arrivait rarement, elle compara l'intensité de son émotion à celle qu'elle aurait éprouvée après une tétée tout à fait satisfaisante. L'idée lui vit que peut-être après tout, son allaitement au sein et sa première enfance avaient été plus heureux qu'elle n'avait supposé. Elle reprit confiance et envisageait l'issue de son analyse de façon plus optimiste. Elle avait pris conscience de cette partie d'elle-même qu'elle n'ignorait d'ailleurs pas sous d'autres rapports. Elle se rendait compte qu'elle était envieuse et jalouse de certaines personnes, mais jusqu'alors, elle n'avait pas su reconnaître
ce sentiment dans sa relation à l'analyste. Il lui était trop pénible d'admettre qu'elle enviait et détruisait l'analyse et les fruits de son travail. Les interprétations données au cours de cette séance avaient atténué son envie. Sa capacité d'éprouver du plaisir et de la gratitude devint plus évidente et elle put vivre la séance comme une expérience heureuse de nourrissage. Il fallut une perlaboration prolongée de la situation affective du transfert positif et du transfert négatif pour aboutir à sa consolidation. La patiente avait pu, dans sa relation à l'analyste, réunir le parti clivé de son soi. Elle avait pu aussi découvrir à quel point elle était envieuse et soupçonneuse à mon endroit, et d'abord à l'endroit de sa mère. C'est dans ces conditions que fut vécue l'expérience d'un nourrissage heureux, avec les sentiments de gratitude qui l'accompagnent. Par la suite, l'envie diminua au cours de l'analyse et les sentiments de gratitude furent plus fréquents et plus durables. Partie 2. Chapitre 5. Mon second exemple est emprunté à l'analyse d'une patiente dont le tableau clinique était marqué par de fortes tendances dépressives et schizoïdes. Des épisodes dépressifs s'étaient succédés pendant de longues années. L'analyse progressait malgré les doutes exprimés maintes fois par la patiente quant au travail effectué. J'avais déjà interprété ces pulsions destructives envers l'analyste, les parents, les frères et sœurs, et grâce à l'analyse, elle avait pu reconnaître des fantasmes spécifiques d'attaques visant à détruire le corps de la mère. Une telle prise de conscience était habituellement suivie d'un épisode dépressif qui à chaque fois avait pu être jugulé. Notons que la profondeur et la gravité du trouble ne furent pas évidentes d'emblée. Dans sa vie sociale, la patiente donnait en effet l'impression d'être une personne fort agréable, bien que souvent sujette à des dépressions. Ses tendances réparatives et son attitude serviable avec ses amis étaient tout à fait sincères. Cependant, à un certain stade de traitement, la gravité de son état se manifesta. Cette aggravation était due au travail analytique et fut précipitée par certains événements extérieurs. Ce ne furent pas de déceptions, mais un succès inattendu survenu dans sa carrière professionnelle qui me permit de mettre en évidence ce que j'avais essayé d'analyser depuis plusieurs années, à savoir sa rivalité intense avec moi et les sentiments qu'elle pourrait m'égaler, voire me surpasser dans son autre domaine. J'ai reconnu et lui fis reconnaître l'importance de son envie destructive à mon égard et comme toujours, lorsque nous atteignons ces couches profondes, il apparut que la pulsion destructive en jeu, quelle qu'elle soit, était ressentie comme toute puissante et, par là, comme irrévocable, irrémédiable. L'analyse approfondie de ces désirs sadiques oraux nous permit d'aborder ces pulsions destructives envers sa mère et envers moi-même, qu'elle put reconnaître en partie. Ces désirs sadiques urétro et sadicanaux furent également abordés au cours de l'analyse. Mais je sentais que nous n'avions pas été bien loin et que ces pulsions et ces fantasmes restaient comprises
par elle de façon tout intellectuelle. Au cours de la période dont nous allons parler maintenant, le matériel urétral apparut avec une force accrue. L'exaltation de la patiente à la suite de son succès professionnel fut annoncée par un rêve où son triomphe était sous-tendu par une envie destructive à mon égard, pour autant que je représentais sa mère. Dans son rêve, elle planait au-dessus de la cime d'un arbre sur un tapis volant. De cette position élevée, son regard pouvait plonger à travers une fenêtre dans une pièce où une vache était en train de mâchonner quelque chose qui se présentait comme un ruban de laine, interminable. Dans un autre rêve qu'il fit cette même nuit, elle portait des culottes mouillées. Ces associations permirent de comprendre que d'être perchée au sommet d'un arbre signifiait pour elle qu'elle m'avait dépassée d'une longueur et qu'elle regardait avec mépris la vache qui me représentait. Ceci n'était pas nouveau. Déjà, tout au début de son analyse, j'étais apparue dans l'un de ses rêves sous les traits d'une femme apathique et bovine, alors qu'elle était une petite fille qui tenait un discours brillant. À l'époque, mon interprétation tendant à lui donner qu'elle avait transformé son analyste en une personne méprisable, tandis qu'elle s'est fait se valoir par une performance brillante, malgré son jeune âge, n'avait été que partiellement acceptée, bien qu'elle admit que la femme bovine représenta l'analyste et qu'elle était la petite fille. À partir de ce rêve, elle prit peu à peu conscience de ses attaques destructives, et envieuse, dirigée à la fois contre moi et contre sa mère. Depuis lors, la femme bovine qui me représentait était devenue un élément identifiable du matériel analytique. Ainsi, la vache, dans le nouveau rêve, n'était autre que l'analyste. D'ailleurs, la patiente déclara que l'interminable ruban de laine représentait un flux interminable de paroles, à savoir tous les mots que j'avais prononcés au cours de l'analyse, et qu'il me fallait maintenant avaler. Le ruban de laine faisait allusion à l'imprécision floconnus et à l'indigence de mes interprétations. On peut voir à quel point l'objet originel représenté ici de façon significative par une vache se trouve totalement dévalorisé. On peut voir aussi poindre l'attitude revendicatrice à l'égard de la mère qui ne l'avait pas nourrie de façon satisfaisante. En tant qu'analyste, je me trouve punie. L'on m'impose à ravaler mes propres mots, ce qui montre clairement la profonde méfiance de la patiente et les doutes qui l'ont maintes fois assailli au cours de son analyse. À la suite de mes interprétations, il devient évident qu'on ne pouvait faire confiance ni à l'analyste si maltraité, ni à une analyse ainsi dévalorisée. La patiente fut stupéfaite et atterrée d'avoir une telle attitude à mon égard, attitude dont elle avait refusé de mesurer toute la portée avant sa rêve. Les culottes mouillées de rêve et les associations qui s'y rapportaient exprimaient, parmi d'autres significations, les attaques urétrales empoisonnées dirigées contre l'analyste. Ces attaques
cherchait à détruire ses capacités mentales et à transformer l'analyste en une femme bovine. Peu de temps après, la patiente fit un autre rêve illustrant ces points particuliers. Elle se trouvait au pied d'un escalier levant les cieux vers un jeune couple. Et il lui semblait que quelque chose n'allait pas. Elle leur lança une boule de laine qui, comme elle le disait elle-même, était de la bonne magie. Par ces associations, elle reconnut que toute mauvaise magie, et plus précisément les poissons, doit être combattue par l'usage d'une bonne magie. Grâce aux associations à propos du couple, je puis interpréter sa situation actuelle comme étant celle d'une jalousie fortement niée. Ceci nous ramena à des expériences plus anciennes et finalement aux parents. Il s'avéra que les sentiments destructifs et envieux envers l'analyste et dans le passé à l'égard de la mère sous-tendaient la jalousie et l'envie à l'égard du couple dans le rêve. Le fait que la bulle trop légère lancée dans leur direction ne parvient pas jusqu'à eux impliquait un échec de sa tentative de réparation. Et l'angoisse qui en résultait fut un élément déterminant de sa dépression. Ceci n'est qu'un fragment du matériel analytique que j'ai permis à la patiente de se convaincre qu'elle éprouvait à l'égard de l'analyste et de leur objet originel une envie empoisonnée. Elle passa alors par un épisode dépressif plus grave que le précédent. Cette dépression succédant à son état d'excitation était surtout due à sa confrontation à une partie complètement clivée d'elle-même qu'elle n'avait jusqu'alors jamais pu reconnaître. Comme je l'ai déjà souligné, il était très difficile de l'aider à prendre conscience de sa haine et de son agressivité. Mais lorsque nous en arrivâmes à cette source particulière d'agressivité, son envie qui la poussait à endommager et à humilier l'analyste qu'elle estimait par ailleurs, elle ne put supporter de se voir sous ses jours. Non pas qu'elle fût spécialement vaniteuse ou prétentieuse, mais elle était fixée à une image idéalisée d'elle-même, favorisée par des processus de clivage et de défense maniaque. En discernant qu'elle se sentait méchante et méprisable, c'est qu'elle ne pouvait plus nier à ce stade de l'analyse, son idéalisation s'effondra. Elle perdit confiance en elle-même, elle se sentit coupable pour tous les mal irrémédiables commis par le passé et dans le présent. Elle reporta toute sa culpabilité et sa dépression sur les sentiments d'ingratitude à l'égard de l'analyste, qui l'avait aidée et l'aidait encore, et pour laquelle elle n'avait pourtant que mépris et haine. Cette ingratitude visait en dernière analyse sa mère, qu'elle se représentait inconsciemment comme détériorée et endommagée par ses pulsions envieuses et destructives. L'analyse de sa dépression amena une amélioration chez la patiente. Quelques mois plus tard, elle eut une rechute lorsqu'elle prit plus clairement conscience de la virulence de ses attaques sadicanales contre l'analyste et autrefois contre sa propre famille.
Cette prise de conscience confirmait son sentiment d'être à la fois malade et mauvaise. C'était la première fois qu'elle se trouvait capable de constater l'importance du processus qui avait par clivage séparé les éléments sadiques anneaux des éléments sadiques ou rétro. Chaque élément se trouvait intriqué à des parties importantes de sa personnalité et de ses intérêts. L'analyse de sa dépression fut suivie d'une intégration dont les étapes successives lui avaient permis de recouvrer toutes les parties qu'elle avait perdues. C'est d'avoir à les affronter qui fut la cause de sa dépression. Partie 3, chapitre 5. L'exemple suivant est celui d'une patiente qui pouvait être considérée comme quelqu'un d'assez normal. Elle avait à la longue pris peu à peu conscience de ses sentiments d'envie à l'égard de sa sœur aînée et de sa mère. Elle avait combattu l'envie envers sa sœur et lui opposant les sentiments, d'ailleurs justifiés, de sa supériorité intellectuelle, auquel venait s'ajouter l'intuition inconsciente que sa sœur était très névrosée. Quant à l'envie éprouvée à l'égard de sa mère, elle s'en défendait par de violents sentiments d'amour et en valorisant sa bonté. La patiente raconte un rêve. Elle se retrouvait seule dans un compartiment de chemin de fer avec une femme qu'elle ne voit que de dos et qui s'appuie contre la portière. Du fait de sa position, elle risque de tomber sur la voie. La patiente la retient de toutes ses forces, la maintient par la ceinture d'une main, pendant que de l'autre, elle rédige une note qu'elle la pose à la vitre, disant que dans ce compartiment, un médecin s'occupe d'une malade et ne doit pas être dérangé. Ce rêve amena un grand nombre d'associations parmi lesquelles je choisis celles qui suivent. La patiente avait le sentiment très vif que la personne qu'elle tentait de retenir si violemment était une partie d'elle-même, mais une partie démente. Elle se souvient d'avoir eu la ferme conviction dans son rêve qu'il fallait empêcher cette femme de tomber par la portière, la garder dans son compartiment et s'en occuper. L'analyse montra que le compartiment représentait la patiente. Le cheveu, qu'elle ne voyait que de dos, évoquait sa sœur aînée. D'autres associations mènent la patiente à reconnaître qu'elle avait éprouvé des sentiments de rivalité et d'envie à son égard. Sentiments qui remontent à l'époque où, encore enfant, sa sœur était déjà en âge d'être courtisée. Elle en vit alors à parler d'une robe que portait sa mère et qu'enfin elle avait particulièrement admirée et convoitée. Cette robe, soulignant tout particulièrement la forme des seins, il devient clair, bien que rien de ceci ne fût entièrement nouveau, que c'étaient les seins maternels qu'elle enviait et détériorait originellement dans son fantasme. Cette prise de conscience augmenta sa culpabilité à l'égard de sa sœur et de sa mère. Et la fit s'interroger à nouveau sur ses toutes premières relations. Elle put alors envisager les déficiences de sa sœur avec plus d'indulgence et regretter de ne pas l'avoir aimée davantage. Elle découvrit que l'amour
qu'elle avait porté à sa sœur durant son enfance avait été bien plus fort que les souvenirs qui lui en étaient restés. J'ai pu interpréter alors qu'elle avait ressenti un besoin de garder le contrôle d'une partie aliénée et clivée d'elle-même. Une partie qui se trouvait pourtant liée à l'intériorisation de la sœur névrosée. La patiente, qui avait toutes les raisons de se considérer, somme toute, comme normale, fut stupéfaite et bouleversée par l'interprétation de ses rêves. Ceci nous montre qu'il existe, même chez les individus normaux, des sentiments et des mécanismes résiduels, tant paranoïdes que schizoïdes, et qui par suite d'un clivage se trouvent séparés d'autres parties de soi. Le rêve où la patiente se sentait obligée de retenir la femme pour l'empêcher de tomber se rapportait au sentiment de n'avoir pas aidé sa sœur davantage. À présent, ces mêmes sentiments étaient revécus par la malade, mais cette fois-ci par rapport à sa sœur en tant qu'objet intériorisé. Elle soumettait ses premières relations à une révision du fait que ses sentiments à l'égard des objets primaires introjectés se trouvaient modifiés. La représentation de sa sœur en tant que partie aliénée d'elle-même était due, pour une part, à une projection de ses propres sentiments schizoïdes et paranoïdes sur l'image de sa sœur. Ce fut grâce à cette prise de conscience que le clivage de son moi peut être quelque peu réduit. Quatrième partie du chapitre 5. Je voudrais présenter maintenant le rêve d'un patient, rêve qui lui fit reconnaître non seulement ses pulsions destructives dans sa relation à sa mère et à l'analyste, mais encore lui fit prendre conscience du rôle très spécifique qu'il jouait, l'envie dans sa relation. Jusqu'alors, il avait pris conscience, dans une certaine mesure, de ses pulsions destructives, non sans une intense culpabilité. Pourtant, il méconnaissait le sentiment d'envie et d'hostilité dirigé contre la créativité de l'analyste, et intérieurement contre celle de sa mère. Il était conscient par ailleurs de l'envie ressentie à l'égard des autres et des sentiments de rivalité et de jalousie à l'égard de son père, bien qu'il eût une bonne relation avec lui. Le rêve suivant lui fit prendre conscience des sentiments d'envie à l'égard de l'analyste et lui permit de mieux comprendre ses désirs primitifs de posséder tous les attributs féminins de sa mère. Dans les rêves, le patient était en train de pêcher. Ayant tiré un poisson de l'eau, il hésitait quant à son sort. Allait-il le tuer pour le manger ensuite? Il décida de le poser dans le panier à ses côtés et de le laisser mourir. Le panier en question était en fait une corbeille à linge. Soudain, le poison se transforma en un beau nourrisson avec quelque chose de vert dans son habillement. C'est alors qu'il remarqua, en ressentant une vive inquiétude, que les intestins du bébé lui sortaient du ventre. L'enfant avait été endommagé par la maison avalée lorsqu'il était encore un poisson. Association,
Les vers rapportés au livre de l'International Psychoanalytical Library reliés en vers. Les patients remarquaient aussi que le poisson dans le panier représentait l'un de mes livres qu'il avait de toute évidence volé. La suite des associations révéla cependant que les poissons représentaient non seulement l'instrument et le fruit de mon travail, mais aussi moi-même. J'avais avalé la maison, en autres termes mordu à l'appât, ce qui signifiait que je l'avais surestimé et que je n'avais pas reconnu que certaines parties de son soi cherchaient de me détruire. Le patient ne pouvait pas reconnaître vraiment que de traiter ainsi dans son rêve le poisson, le bébé et l'analyste. C'était une façon de détruire à la fois mon œuvre et ma personne. Mais il pouvait cependant en avoir inconsciemment l'intuition. J'interprétais également que la corbeille à l'ange exprimait ici son désir d'être une femme, d'avoir des enfants et de me priver sa mère. Cette nouvelle étape d'intégration, où il lui fallut affronter des éléments agressifs de sa personnalité, déclencha un épisode dépressif intense. Bien que ces éléments eussent déjà été annoncés bien plus tôt au cours de son analyse, il en fut cette fois consterné et ressentit une profonde horreur de lui-même. La nuit suivante, le patient rêva d'un brochet qu'il associa à une baleine et à des requins. Mais dans son rêve, le brochet ne lui apparut pas comme une créature dangereuse, car il avait l'air vieux, las et épuisé. Un rémora était fixé sur le vieux brochet, ce qui suggéra au patient l'idée que le rémora n'attaque pas le brochet ou la baleine pour le parasiter, mais s'y cramponne pour se protéger des attaques d'autres poissons. Cette explication, il le reconnut lui-même, n'était qu'une défense contre les sentiments qu'il était le rémora et que j'étais les vieux brochets exténués pour avoir été maltraité dans le rêve précédent et parce qu'il m'avait vidé de toute ma substance. Ceci faisait de moi un objet non seulement blessé, mais de surcroît dangereux. En d'autres termes, l'angoisse persécutive et l'angoisse dépressive deviennent évidents. Les brochets associés aux baleines et aux requins représentaient les aspects persécutoires, alors que l'apparence âgée et exténuée du brochet exprimait la culpabilité éprouvée par le patient pour m'avoir causé du tort tant par le passé que dans le présent. Cette prise de conscience entraîna une dépression grave qui se prolongea pendant plusieurs semaines de façon plus ou moins continue, sans affecter toutefois ni l'activité professionnelle ni la vie familiale du sujet. Il décrivit cette dépression comme différente de celle qu'il avait connue précédemment et bien plus profonde. Elle venait renforcer un besoin impérieux de réparation, s'exprimant par une activité physique et psychique et préparant la voie pour le surmonter. Le résultat de cette phase de l'analyse fut particulièrement net. Même lorsque la dépression disparut par une perlaboration progressive, le patient eut la conviction qu'il ne pourra plus jamais se voir comme par le passé. Toutefois, ceci n'était plus fondé
sur un sentiment de découragement, mais sur une meilleure connaissance de lui-même et une tolérance accrue à l'égard d'autrui. L'analyse avait abouti à une meilleure intégration et à la possibilité d'affronter sa propre réalité psychique. Cependant, au cours de son analyse, le patient ne peut maintenir cette attitude sans quelques fluctuations. C'est-à-dire que cette perlaboration fut, comme toujours, un processus progressif. Cette faculté d'observation et de jugement avait précédemment été considérée assez normale. Pourtant, ce stade de l'analyse vit une amélioration incontestable. L'autre conséquence fut une résurgence intensifiée de ses souvenirs d'enfance et de ses attitudes à l'égard de ses frères et sœurs, les ramenant ainsi à la relation primitive à sa mère. L'intérêt et le plaisir qu'il prenait à l'analyse et qu'il avoua avoir perdu au cours de sa dépression réapparut aussitôt celle-ci surmontée. Il rapporta bientôt un rêve qui, selon lui, ne constituait qu'une légère critique à l'endroit de son analyste, mais que l'analyse permit d'interpréter en fait comme une véritable dévalorisation. Dans ce rêve, les patients avaient affaire à un jeune délinquant et ne se sentaient pas satisfaits de la manière dont il s'était comporté dans cette situation. Le père de ces jeunes garçons proposait au patient de le conduire en voiture à sa destination. En route, il s'apercevait qu'il avait dépassé l'endroit où il voulait se rendre et qu'il s'en éloignait toujours davantage. Au bout d'un moment, il remercia le conducteur de la voiture, descendit et se mit en marche, guidé par son sens de l'orientation. Il ne se sentait nullement égaré. Chemin faisant, il aperçut un édifice extraordinaire qui, pensa-t-il, semblait intéressant, pouvant servir de hall d'exposition, mais il n'aurait pas été agréable d'y habiter. Ces associations lui permettent de rattacher l'édifice à un certain aspect de mon apparence extérieure. En précisant que les vêtements étaient planqués de deux selles, il se souvient de l'expression « prendre quelqu'un sous son aile ». Il reconnut que les jeunes délinquants auxquels il avait eu affaire dans son rêve n'étaient autres que lui-même. Et la suite de son rêve l'amena à préciser la nature de sa délinquance. Le fait que le père, représentant l'analyste, l'éloignait toujours davantage de sa destination exprimait le doute dont il se servait en partie pour me dévaloriser. Il enquérait si la direction que je prenais était la bonne, s'il était nécessaire d'aller si loin, et si ce faisant, je lui causais du tort. Son sentiment de garder l'essence de l'orientation et de ne pas se sentir perdu exprimait le contraire de l'accusation portée contre le père de jeunes garçons, l'analyste. Il savait que l'analyse était précieuse pour lui et que c'était son envie à l'égard de l'analyste qui intensifiait ses doutes. Il comprit également que les curieux édifices dans lesquels il n'aurait voulu habiter représentaient l'analyste. D'autre part, il sentait
qu'en analysant, je l'avais pris sous mon aile, et que je le protégeais contre ses conflits et ses angoisses. Les incertitudes et les accusations formulées contre moi dans le rêve étaient utilisées en vue de me dévaloriser et se rapportaient non seulement à l'envie, mais aussi au découragement provoqué par l'envie et au sentiment de culpabilité qui entraînait son ingratitude. Ces rêves pouvaient aussi être interprétés différemment, une interprétation qu'il faut confirmer par d'autres, et qui traduisait le fait que dans la situation analytique, je représentais souvent le père, mais j'étais aussi susceptible de me transformer rapidement pour figurer la mère et, à certains moments, représenter simultanément les deux parents. Ces interprétations mettaient en évidence les liens établis entre l'accusation portée contre le père, qui lui faisait faire fausse route, et l'attraction homosexuelle qu'exerçait primitivement son père. Cette attraction, l'analyse l'avait révélé, se trouvait cherchée dans un sentiment intense de culpabilité. J'ai pu montrer qu'ayant suivi un clivage, l'envie et la haine à l'égard de la mère et du son maternel avaient amené les patients à se tourner vers le père. Ce désir homosexuel était alors ressenti comme une alliance hostile dirigée contre la mère, en accusant le père de lui faire fausse route. Le sujet témoignait d'un sentiment que l'on rencontre si souvent chez nos patients, avoir été victime d'une séduction homosexuelle. Nous sommes ici en présence des propres désirs du sujet, projetés sur l'un de ses parents. L'analyse du sentiment de culpabilité eut plusieurs conséquences. En premier lieu, les patients éprouvaient un attachement plus profond à l'égard de ses parents. Il se rendit compte également, et ces deux faits sont intimement liés, que son besoin de réparation était sous-tendu par un facteur compulsionnel. Une identification trop intense avec l'objet endommagé dans son fantasme, représenté à l'origine par la mère, avait altéré sa capacité de jouissance et appauvri ainsi sa vie dans une certaine mesure. Il devient clair que même dans sa toute première relation à la mère, et bien qu'il n'eût aucune raison de douter d'avoir été heureux lorsqu'il était au sein, il n'avait pu en jouir pleinement, des craintes d'épuiser ou de laisser les seins maternels. D'autre part, les revendications et les sentiments accrus de persécution provenaient de sa jouissance ainsi perturbée. C'est là un exemple d'un processus déjà décrit, selon lequel, dans le premier stade du développement, la culpabilité, et en particulier la culpabilité dérivant de l'envie destructive de la mère et de l'analyste, peut se transformer en persécution. Grâce à l'analyse de son envie primitive de ce patient, l'angoisse dépressive et persécutive l'atténue. Il devient ainsi capable d'éprouver plus pleinement le plaisir et la gratitude. Partie 5, chapitre 5. Que la tendance à la dépression s'associe à un besoin compulsionnel de réparation est particulièrement évident. Dans les cas
d'un autre patient dont je vais parler maintenant. Chez lui, son ambition, ses rivalités, son envie, qui s'accompagnait de beaucoup de traits de caractère très estimables, avaient déjà été analysés. Mais il fallut quelques années d'analyse pour que l'envie de son maternel et de sa créativité, ainsi que le désir de lui nuire, désir qui avait subi un processus de clivage particulièrement intense, puisse être pleinement vécu par les patients. Au début de son analyse, ce patient fit un rêve qu'il qualifia lui-même de grotesque. Il fumait une pipe bourrée de papier arraché de l'un de mes livres. Il s'en montra d'abord surpris. « On ne fume pas de papier imprimé, me dit-il. Je lui fis remarquer que ce n'était là qu'un élément mineur de rêve. L'interprétation devait surtout porter sur le fait qu'il avait déchiré mon œuvre et qu'il était en train de la détruire. Je soulignais en outre que la destruction en question avait un caractère sadicanal. Ces attaques agressives avaient été niées par les patients qui allaient à l'intensité de ces processus de clivage une grande capacité de déni. On peut remarquer aussi que les rêves laissant apparaître des sentiments de persécution en rapport avec la situation analytique. Le patient avait gardé rancune à l'analyste de certaines de ses interprétations précédentes, car il avait les sentiments qu'on lui demandait d'y réfléchir par lui-même. L'analyse du rêve permit au patient de reconnaître comment ses propres pulsions destructives étaient orientées vers l'analyste et comment elle avait été ranimée le jour précédent par une situation de jalousie. Sentiment que j'avais attaché plus de valeur à quelqu'un d'autre qu'à lui-même. Mais cette prise de conscience ne lui permit pas de comprendre l'envie à l'égard de l'analyste, malgré l'interprétation donnée. Je ne doute pas, toutefois, que ceci avait frayé le voie vers un matériel susceptible d'élucider progressivement les pulsions destructives et l'envie. L'analyse atteigne son point culminant lorsque le patient peut prendre conscience de ses sentiments à l'égard de l'analyste dans toute leur violence. Il rapporta alors un rêve qu'il qualifia une fois de plus de grotesque. Il se trouvait debout sur un dispositif semi-circulaire fait de fils métalliques ou de quelque chose d'atomique, et il se sentait propulsé à vive allure comme s'il roulait en voiture. « Cela me permettait d'avancer, dit-il. Soudain, il remarqua que le dispositif se désagréait sous lui. Il en fut très angoissé. Il associa l'objet semi-circulaire au sein et à l'érection du pénis, autrement dit à sa puissance sexuelle. Son rêve reflète son sentiment de culpabilité pour avoir mal utilisé son analyse et d'éprouver des pulsions destructives à mon égard. Dans sa dépression, il sentait que je ne pouvais échapper à cette destruction, ce qui évoquait des angoisses analogues, partiellement conscientes, concernant le fait qu'il n'avait pas su protéger sa mère quand son père était parti pour la guerre, et même plus tard. Ces sentiments de culpabilité à l'égard de sa mère et de moi-même avaient déjà été analysés. Mais récemment, le patient
avait pu saisir que c'était son envie qui jouait un rôle destructeur à mon égard. Il se sentait d'autant plus coupable et malheureux qu'il m'était par ailleurs reconnaissant. Les mots « cela me permet d'avancer » montrent à quel point l'analyse lui était essentielle et comment elle était une condition préalable à sa puissance, au sens le plus large, pour lui permettre de combler toutes ses aspirations. C'est fou pour lui, un choc violent, que de prendre conscience de ses sentiments d'envie et de haine à mon égard. Il s'ensuivit une dépression intense accompagnée d'un sentiment d'indignité. Je crois pouvoir affirmer qu'un tel choc, comme je l'ai observé dans plusieurs de mes cas, représente le résultat d'un processus menant vers la réduction du clivage entre les différentes parties de soi et constitue ainsi une étape d'intégration du moi. Au cours de la séance qui suivit le second rêve, le sujet put prendre plus clairement conscience de son ambition et de son envie. Il put mesurer ses possibilités réelles, selon son expression. Il ne s'attendait pas à se couvrir de gloire, ni à se faire un grand nom dans sa profession. À partir de ce moment, et encore sous l'influence du rêve, il comprit que cette façon de s'exprimer lui permettait de mesurer son ambition et lui montrer sa compétition envieuse avec moi-même. D'abord surpris, il fut bientôt convaincu de l'importance de cette découverte.